Nous sommes en 1480. Depuis plus de 2 siècles, les Russes sont soumis aux Mongols de la Horde d'Or. Leurs Vercins tribus subissent leurs pillages fréquents, tandis que leurs princes dépendent des Khans pour monter sur leur trône. Cette année pourtant, le grand prince de Moscou Ivan III fait tuer les émissaires tatars et refuse de leur verser le tribut. Il sait que la Horde s'affaiblit depuis des décennies, qu'elle perd pied partout où elle régnait en maître auparavant. Le Khan Ahmed lève ses cavaliers pour répondre à l'offense. L'une des plus grandes armées qu'on ait vues depuis longtemps marche jusqu'au bord de la rivière Oka, non loin de Moscou. Là, les troupes russes et mongoles se dévisagent pendant un mois, jusqu'à ce que, incapable de traverser et menacé sur ses arrières, le Khan fasse demi-tour. Après 200 ans de soumission et d'échecs, c'est sans combattre que le grand prince se libère du joug tatar. Avec son règne, Ivan III ouvre à Moscou une nouvelle voie, celle qui mènera la Russe à devenir quelque temps plus tard l'Empire des Tsars. Attendez, on est allé un peu vite, là non? Et si on reprenait tout depuis le début? Mais juste avant, je vais prendre une petite minute pour vous parler de NordVPN, qui sponsorise cet épisode. On va pas passer par 4 chemins, vous entendez souvent parler de VPN, etc. Alors on va faire court. Oui, avec NordVPN et mon lien en description, vous pouvez profiter pour un prix dérisoire de tous les avantages habituels des VPN. Vous avez accès au catalogue étranger des plateformes de streaming, vous pouvez changer de pays pour payer moins cher un abonnement en ligne, contourner les restrictions et les sites bloqués quand vous voyagez, et éviter de vous exposer trop quand vous utilisez un wifi public. Et le tout ultra confidentiellement, parce que NordVPN ne traque pas ce que vous faites en ligne et chiffre vos données. Tout ça, vous le savez déjà, sauf qu'ici, on parle pas seulement de ça. Parce que NordVPN inclut en plus un vrai bon antivirus qui vous évite de télécharger n'importe quoi et qui s'assure en permanence que les sites que vous utilisez soient sûrs, sans publicité et qui respectent votre vie privée. Tout ça vérifie par exemple que vous n'êtes pas en train de faire un achat sur une fausse boutique en ligne qui fermera sans vous livrer votre produit ou que vos données ne soient pas en train d'être vendues sur le Darknet. Avec mon lien en description, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous gagnez en plus 4 mois d'abonnement offert. Et franchement, le prix est tellement avantageux que vous le rentabiliserez forcément à un moment ou à un autre. Bref, merci à eux, et quant à nous, on en revient à l'histoire russe. On entend pour la première fois parler des Slaves au 6e siècle, chez des historiens goths et byzantins qui situent ce peuple sur le territoire qui s'étend du Dniepr jusqu'aux Carpates. Rapidement après ces premières mentions, ils sont dispersés sous la pression des Avars, des nomades des steppes qui fuient vers l'ouest. C'est à partir de ce moment, probablement, que les Slaves s'installent dans 3 régions différentes et cessent de former un seul et unique ensemble, donnant naissance, au fil du temps, aux Slaves de l'ouest, qu'on trouve dans l'actuelle Pologne et aux alentours, aux Slaves du sud, qu'on trouve aujourd'hui dans les Balkans, et aux Slaves de l'est, ceux qui nous intéressent, qui se regroupent à l'époque autour du Dniepr, fleuve central du commerce dans la région. Mais ils ne sont pas indépendants. Au nord, on est soumis à ceux qu'ils appellent les Varegs, les Scandinaves de la Suède actuelle auxquels ils versent un tribut, tandis qu'au sud, on est soumis aux Khazars, des Turcs nomades à la tête d'un puissant état au nord de la mer Noire. Quoi qu'il en soit, ce sont les Varegs qui s'implantent le plus profondément dans la société slave. Ils prennent bientôt la tête des capitales commerciales de la région et forment de nombreuses principautés, parfois à l'invitation des locaux et parfois par la conquête. Ce sont probablement eux qui sont à l'origine du terme de russe. Varegs et Slaves descendent le Dniepr jusqu'à la mer Noire pour faire du commerce et de la piraterie. Ils rencontrent des peuples et des royaumes comme les Bulgares et les Magyars, souvent venus de la steppe, avec lesquels ils tissent des alliances et se font la guerre. Mais parmi tous ces princes, une dynastie se démarque, celle de Riourik. Celui-ci, un Vareg, aurait été invité à régner sur la cité commerciale de Novgorod, loin au nord. Puis, après sa mort, l'un de ses généraux, Oleg, aurait pris la route du sud, conquis Smolensk et Kiev, dont il décide de faire sa capitale, avant de s'attaquer à l'Empire byzantin en 907. La Russe de Kiev ressemble alors, et pendant encore longtemps, plus à une entreprise commerciale qu'à ce qu'on imagine en général d'un royaume. Le contrôle des territoires est assez lâche et se compose d'une succession de villes et de garnisons, d'où on collecte un tribut en esclaves, en fourrure ou en cire, versé par les populations alentours, finnoises, lituaniennes et slaves, avant de le transmettre au printemps jusqu'à Kiev, d'où, à l'été, on l'achemine vers Constantinople ou la mer Caspienne pour en tirer profit. Les héritiers d'Oleg consolident et étendent son état. Il conquiert pendant plus d'un demi-siècle les terres alentours jusqu'au règne de Sviatoslav. Celui-ci partage son royaume entre ses fils, qui sont chacun mis à la tête de principautés relativement autonomes, tandis que règne Akiv l'aîné, le seul à porter le titre de grand prince.
Lorsqu'il meurt, ses fils s'entretuent dans une guerre fratricide dont son troisième, Vladimir, ressort vainqueur en 980. Il se démarque encore une fois par ses conquêtes et ses efforts pour renforcer l'État russe, mais aussi et surtout par sa conversion au christianisme en 988 et son mariage avec la fille de l'empereur byzantin. Dès lors, la Russe de Kiev se retrouve très influencée par Byzance, au moins dans son mode de gouvernement et sur tout ce qui touche à la religion. Mais le souverain des Russes ne porte pas le titre de César ou de Tsar, seulement ceux de Grand Prince et de Kharan, qui a été repris aux souverains nomades de la steppe et plus probablement aux Khazars. Le Tsar, le souverain au-dessus de tous les autres, c'est l'empereur byzantin. Il est le souverain spirituel du monde chrétien, de ce qu'on voit à l'époque comme l'empire chrétien. Bien qu'il gouverne de facto leur terre, le grand prince des Russes et les divers autres princes qui naîtront avec le temps reconnaissent à minima l'ascendance spirituelle du tsar, de l'empereur byzantin. Quoi qu'il en soit, la Russe de Kiev est une nouvelle fois partagée entre les fils de Vladimir après sa mort, et il s'ensuit une nouvelle guerre fratricide entre ceux-ci. C'est ce qui arrivera presque à chaque fois après la mort d'un souverain. Mais ces divisions nous permettent aussi de voir certains noms se démarquer. Les fils des souverains sont faits princes de Novgorod, de Tchernigov, de Ryazan, de Tmoutarakan, de Pereislav, de Rostov, de Bielozero, de Smolensk, de Polotsk, de Vladimir-Volinsk, toutes des grandes villes qui gagneront en indépendance au fil du temps et finiront par former leur propre principauté indépendante. La Russe de Kiev est gigantesque. Elle s'étend de la mer Blanche jusqu'à la mer Noire. Il y a largement assez de territoire et de peuple pour permettre à chaque membre de la famille d'en profiter. Les souverains russes appliquent alors, quand tout ne dégénère pas en guerre fratricide, un principe de rotation. Le frère le plus âgé règne depuis Kiev, puis au fil de la fratrie, on devient de moins en moins riche et influent. Mais quand l'aîné meurt, c'est le cadet qui vient le remplacer à la tête de Kiev, et les autres frères s'enrichissent en récupérant de meilleurs territoires. Plus un frère est âgé, plus il est riche, mais les autres prennent sa place après sa mort, si bien que le pouvoir tourne pour que chaque membre de la famille puisse en profiter. Cette règle de succession, visant à mettre sur un pied d'égalité tout le monde, provoque en fait plein de problèmes. Des princes sont exclus de l'héritage parce que leur père meurt avant d'avoir pu régner sur Kiev, tandis qu'on a souvent du mal à définir clairement qui devrait monter sur le trône entre le membre de la famille le plus âgé et celui qui est le plus élevé dans la généalogie, si bien qu'on assiste souvent à des guerres entre un oncle et son neveu plus âgé que lui. Le système est rendu d'autant plus inapplicable par les villes qui parfois refusent le prince qui leur est désigné et s'en choisissent par elles-mêmes un autre pour le remplacer. La Russe de Kiev ressemble à une fédération de principautés, non pas unies par la loi ou par une constitution, mais par ce système de rotation et les liens généalogiques qui unissent les princes. Kiev reste le centre du monde russe. C'est elle, la ville la plus riche et puissante, et c'est elle que les aînés de la famille convoitent le plus. Et de fait, en moins de 2 siècles, Kiev voit passer 52 grands princes, qui arrivent parfois au pouvoir, en sont chassés, puis reviennent, etc. Maintenant, imaginez ça à l'échelle de toutes les principautés. La Russe atteint son apogée territorial sous les règnes de Vladimir Monomakh et de son fils Mstislav, entre 1113 et 1132. Leur état forme un blob énorme entre 3 mondes. La steppe, dirigée par les Kipchaks et avec lesquels les Russes connaissent tant de conflits pendant tant d'années, l'Empire byzantin, avec lequel les Russes entretiennent de si fortes relations politiques et religieuses, et l'Occident, où les souverains russes, polonais, hongrois et allemands alternent entre d'incessantes périodes de guerre et de rapprochement. Après la mort de ces 2 souverains, l'autorité de Kiev sur les autres principautés chute rapidement. Les princes locaux n'ont plus confiance envers le système de rotation et préfèrent étendre par les armes la principauté à la tête de laquelle ils sont déjà. En 1169, le prince de Rostov et Souzdal entre dans Kiev avec son armée et met la ville à sac, incendie les églises et réduit sa population en esclavage. Il y fait plus de dégâts que les Mongols ne le feront lors de leur conquête. Et pourtant, ceux-ci ne sont pas tendres avec les villes et les populations qui refusent de se rendre. Au fil des affrontements entre princes, le centre de gravité du monde russe glisse de l'ouest, de Kiev, vers l'est, la principauté de Vladimir Souzdal, dont les souverains prennent le titre de grand prince. Le morcellement de l'État s'accélère aussi. S'il y avait une quinzaine de principautés vers 1150, elles sont une cinquantaine vers 1200 et environ 250 vers 1300. Ce phénomène en accompagne 2 autres. La fondation de nombreuses nouvelles cités sur les rives de la Volga, à l'image de la petite ville de Moscou, et sur lesquelles les princes peuvent exercer un pouvoir bien plus autocratique, puisqu'ils évitent les assemblées qui font la loi dans les anciennes cités comme Kiev et Novgorod. Et la colonisation et la conquête de nouvelles terres vers le nord-est, qui accueillent de nombreux migrants slaves venus des principautés du sud-ouest, ravagés par les guerres trop nombreuses entre princes.
colons slaves qui se mixent par mariage avec les autochtones finnois. Les princes ont toutefois une autorité très réduite sur les hommes libres. Seuls leurs esclaves sont vraiment à leurs ordres. Les paysans, les soldats et les aristocrates, les boyards, sont libres d'aller et de venir. Ils peuvent se déplacer comme ils le souhaitent sur les terres d'un prince ou d'un autre, rendre hommage à celui qui souhaite quand il le souhaite. La loi leur donne ce droit, et aucun prince n'ose aller à son encontre, au risque de se priver des afflux de migrants qui exploitent ses terres et lui payent des impôts. Seule exception à ce tableau, Novgorod. Une cité marchande de l'extrême nord russe d'où les Rurikides étaient originaires. Là, les princes ne cessent au contraire de perdre en influence. La ville devient de fait une république, où toutes les décisions sont soumises au vote de la population. Celle-ci est elle-même divisée en plusieurs communautés qui peuvent tenir des assemblées locales à l'échelle d'une rue. C'est le peuple qui désigne son prince et son archevêque et le remplace s'il n'en est pas satisfait. Seuls les chefs de famille votent aux assemblées, mais l'alphabétisation est bien diffusée dans toutes les tranches de la population. Contrairement à ailleurs, les communautés finnoises qui étaient présentes avant la colonisation slave peuvent vivre librement sur le territoire et dans la ville, et peuvent se prononcer comme tout le monde sur les affaires publiques. Novgorod est aussi la principauté qui pousse le plus loin la colonisation. Elle prend le contrôle de tout le Grand Nord, au moins jusqu'à l'Oural, et s'y approvisionne en fourrure. Son rôle de plaque tournante du commerce s'illustre jusque dans les légendes de la ville. Elle ne se choisit pas un guerrier comme héros contrairement à ailleurs, mais un marchand. Ce modèle novgorodien, à contre-courant de ce qui se fait aux alentours, déplaît. La cité fait face à l'est aux menaces des princes de Vladimir Souzdal, alors en plein renforcement de leur modèle autocratique, et à l'ouest aux chevaliers teutoniques, qui, après avoir soumis la Prusse et la Livonie, ne voient aucune raison de ne pas s'étendre aux dépens de leurs voisins russes et finnois orthodoxes. Mais tous ces problèmes vont vite s'avérer dérisoires, alors qu'un nouvel ennemi, bien plus dangereux, apparaît à l'est. Les Mongols. Les Slaves avaient l'habitude des nomades des steppes. Ils les avaient toujours côtoyés et les princes ont longtemps lutté contre les Khazars puis contre les Kipchaks et n'ont jamais hésité à entretenir des relations amicales et commerciales avec ceux-ci. Et puis, les territoires éloignés et difficiles d'accès comme Novgorod et les forêts du nord-est servaient de refuge en cas de danger. Du moins, jusqu'à ce que les Mongols engagent leur conquête de l'Europe de l'Est. Les cavaliers du Rahan s'enfoncent dès le départ profondément et rapidement dans la forêt. Cette fois, on ne cherche pas qu'à mener une opération de pillage comme le faisaient les Kipchaks, mais bien à conquérir les Russes. En 5 ans, les Mongols ravagent les cités qui refusent de se rendre. Kiev est mise à sac en 1240, et leur expédition les mène jusqu'en Hongrie et en Pologne. Novgorod est l'une des rares villes à s'en sortir. Les inondations du printemps ont rendu l'avancée des cavaliers compliquée vers le nord, et l'assemblée n'a pas attendu longtemps avant de se soumettre d'elle-même. Il était hors de question de chercher à résister à des envahisseurs aussi puissants. Les affaires commerciales en auraient pâti. Les nouveaux arrivés occupent sans attendre le territoire. Ils recensent et réorganisent la population, envoient leurs administrateurs dans les villes, imposent des taxes sur le commerce, lèvent les impôts et réclament des corvées et le service militaire aux habitants. Les Russes désignent dès lors le Khan de la Horde d'Or avec le titre de Tsar. Celui-ci désignait auparavant la souveraineté spirituelle de l'Empire byzantin, mais depuis que Constantinople a chuté face aux croisés en 1204, il tombait en désuétude. C'est donc au Khan qu'on le réattribue, et cette fois pour désigner une souveraineté on ne peut plus tangible. Les princes n'attendent pas bien longtemps avant de collaborer avec l'occupant. On s'accommode très bien de celui-ci, et de fait, son joug n'est pas si terrible que ça. Payer le tribut à Kiev ou à Sarai revient au même, et leur présence ne remet en question les intérêts de personne. Les paysans, soldats et aristocrates, les boyards, sont toujours libres de se déplacer de principauté en principauté, de rendre hommage aux princes qu'ils souhaitent quand ils le souhaitent, de nomadiser d'une certaine façon. Et le clergé se voit attribuer des privilèges très importants qui vont de pair avec la grande tolérance religieuse des Tatars, qui, tengristes puis musulmans, ne cherchent jamais à imposer leur foi aux Russes. Mieux, les princes y trouvent en fait très bien leur compte. Les Mongols légitiment leur mainmise sur leur principauté, ils leur permettent de châtier les populations récalcitrantes, d'étendre leur domaine aux dépens d'autres princes qui seraient mal vus par l'envahisseur ou qui chercheraient à se rebeller, et ils finissent par tenir eux-mêmes le rôle de gouverneur au service du Khan, du Tsar, et à lever l'impôt en son nom. Seule contrepartie, chaque prince doit, pour arriver au pouvoir, obtenir l'aval du Khan de l'Horde d'Or, qui siège à Sarai, et du Khan de l'Empire mongol, qui siège à Karakorum. La Russe compte alors 4 grandes principautés qui luttent sans cesse les unes contre les autres. Vladimir Souzdal, Tchernigov, la Gaïsi-Volhynie et Novgorod, mais qui elle essaye de rester loin de ces conflits qui menacent sa bonne fortune.
Le Khan de la Horde d'Or favorise clairement les princes de Vladimir Souzdal, qui sont les premiers à se soumettre et les seuls à ne pas chercher de soutien ailleurs qu'à Saraï, alors que les autres se rapprochent de l'Occident et de la papauté. Ces princes obtiennent alors le soutien militaire des Mongols pour s'imposer sur les autres, récolter le tribut et s'attribuer le titre de grand prince. Et puis, au-delà de leurs armées, les Mongols amènent surtout avec eux un excellent système administratif et financier que les Russes n'hésiteront pas à récupérer et adapter, si bien que la Russe du XVe siècle, lorsqu'elle se libère du joug mongol, ne ressemble plus en rien à celle que l'envahisseur avait conquis plus de 2 siècles auparavant. Enfin, la présence mongole permet encore une chose, la naissance de Moscou. Toute petite principauté au sein de celle de Vladimir Souzdal, elle reste pendant longtemps éloignée des conflits, ce qui lui attire de nombreux migrants en recherche de tranquillité jusqu'au début des années 1300. C'est à ce moment que les princes de Moscou héritent de la ville de Pereslav et commencent à se rapprocher des Khan, jusqu'à épouser la sœur de l'un d'eux et obtenir le mandat de grand prince en 1319. La principauté, auparavant insignifiante, devient d'un coup l'un des centres de la Russe. Avec l'aval des Khan, les grands princes rachètent ou conquièrent plusieurs cités alentours, et en échange récoltent fidèlement les tribus de toute la Russe pour les reverser à Saraï. Moscou se taille une place de choix en devenant la plus dévouée collaboratrice des Khan. En parallèle, à l'ouest, grandit aux dépens des Russes un état qui sera longtemps l'un des pires adversaires de Moscou, la Lituanie. Celle-ci conquiert une bonne partie des principautés russes sans réaction de la Horde, et va jusqu'à assiéger Moscou à plusieurs reprises, en 1368, 70 et 72. Les forces des deux états sont à peu près égales. Si la Lituanie ne parvient pas à s'imposer, c'est avant tout parce que ses souverains sont païens. L'Église défend ardemment les intérêts de Moscou, négocie avec les Khan, et punit d'excommunication les princes russes qui soutiennent la Lituanie. Peu de temps plus tard, les souverains lituaniens se convertiront au catholicisme, tandis que leur état finira par fusionner avec la Pologne. On parlera de tout ça dans de futurs épisodes. Quoi qu'il en soit, Moscou s'est étendu et renforcé, alors que la Horde d'Or s'est affaiblie et a été incapable de s'opposer aux Lituaniens. Chez les Russes commence à se faire entendre la voix de la révolte. Dans les années 1360, le pouvoir de Saraï devient de plus en plus instable. Les Khan arrivent au pouvoir et en sont chassés dans la foulée, tandis que la Horde d'Or se divise. Moscou, de son côté, profite de sa lutte contre les Lituaniens pour renforcer son influence sur la Russe et affaiblir ses rivaux de Tver et de Ryazan. La Horde sombre dans la confusion, alors que Moscou se trouve un prince solide, Dmitri Donskoy. Chez les Mongols, un aristocrate se démarque, et sans prétendre au trône, devient le régent des Khan qu'il fait et défait à sa guise. Mamaï. Il voit les Russes se faire la guerre les uns avec les autres, et de moins en moins respecter les mandats délivrés par la Horde. Il envoie alors, en 1378, une armée pour mettre au pas les princes, mais celle-ci est écrasée par Moscou. Soucieux de réaffirmer son autorité sur ses tributaires, Mamaï prend lui-même la tête de ses hommes 2 ans plus tard et marche sur Moscou. Il reçoit le soutien de plusieurs autres princes russes et tisse une alliance avec la Lituanie, tandis que d'autres, comme Novgorod, refusent d'envoyer leurs troupes soutenir le grand prince. Dmitri Donskoy lève malgré tout son armée et marche à la rencontre des Tatars. Il met ceux-ci en déroute en septembre 1380 à la bataille du champ des Bécasses, puis les poursuit jusqu'au bord de la rivière Kalka où il les écrase une seconde fois. La Russe est enfin libérée du joug mongol, ou plutôt tombe sous celui de Moscou, du moins pour 2 ans. La mort de Mamaï met fin à la confusion qui touchait la Horde. Un certain Tortamish, un grand allié de Tamerlan, arrive à sa tête et s'efforce de renforcer son état. Et pour ça, il doit mettre au pas les Russes, qui refusent désormais de payer le tribut. En août 1382, Tortamish arrive avec ses hommes sous les murs de Moscou. La ville est incendiée et mise à sac. Les grands princes se soumettent pour un siècle encore, et recommencent à verser le tribut. Mais ce n'est pas un grand mal pour le grand prince. Le rétablissement du tribut lui permet d'exercer plus fortement que jamais son influence sur les petits princes, puisque c'est lui qui les récolte et les reverse aux Khan et fait face aux conséquences s'il n'est pas réuni. Et la soumission à la Horde renforce sa légitimité et lui offre un protecteur contre les ambitions de la Pologne-Lituanie. La soumission aux Khan permet aussi aux princes de Moscou d'acheter des mandats sur des cités qu'ils ne possèdent pas. En 1390 par exemple, ils achètent à grand prix à Tortamish un mandat qui légitime leur prise de pouvoir sur la ville la plus riche de la Volga, Nijni Novgorod. En parallèle, la Horde d'Or perd drastiquement en influence suite à ces guerres malheureuses contre Tamerlan. Elle se divise petit à petit, et on voit naître en son sein de nouveaux Rana plus ou moins indépendants, comme en Crimée ou à Kazan. Bon nombre d'aristocrates mongols se mettent aussi au service des grands princes de Moscou, et reçoivent en échange des terres ou des petites principautés vassales à la frontière.
Les grands princes moscovites parviennent aussi à passer outre l'un des plus grands freins à l'unification russe, le système de succession. Jusqu'ici, dans toutes les principautés russes, l'héritage était partagé plus ou moins également entre les fils d'un prince défunt, afin que chacun puisse vivre dignement à la tête de sa propre principauté. Les grands princes de Moscou décident eux, comme le font les grands propriétaires terriens de l'époque, de favoriser de plus en plus leur fils aîné. Lorsque le grand prince Dimitri Donskoy meurt en 1389, son fils aîné Vassili reçoit un tiers de ses domaines. Et lorsque celui-ci meurt à son tour, il n'a qu'un seul fils qui hérite donc de la totalité de ses terres. Celui-ci, Vassili II, donne en héritage à son aîné Ivan la moitié de ses terres, et partage entre ses 4 autres fils l'autre moitié. Puis, quand Ivan meurt, sur ses 99 villes, il offre les 66 plus importantes à son aîné, et partage les 33 restantes à ses 4 autres fils. Si bien que si en 1389 Vassili Ier versait l'équivalent de 34% du tribut dû aux Mongols et ses 4 frères les 66 autres pourcents, en 1505 Vassili III devrait en verser 72% et ses 4 frères le reste. Contrairement aux autres princes, ceux de Moscou parviennent, sans violence, à mettre fin à la partition systématique de leur domaine. Il n'y a alors pas, et ce sera le cas pendant des siècles encore, de distinction entre l'État et le souverain. Le grand prince est pleinement propriétaire de toutes les terres qui forment sa principauté, et la propriété privée n'existe pas dans le sens où on l'imagine aujourd'hui. Le prince est un grand propriétaire terrien avant d'être le roi d'un État. Il peut percevoir des revenus de ces terres parce qu'elles lui appartiennent, mais il ne leur doit théoriquement rien en échange. Dans la Russe d'alors, on ignore encore la théorie politique et le droit romain qui ont donné naissance aux monarchies d'Europe de l'Ouest. Le despotisme est un mode de gouvernement russe. Il n'a pas été emprunté aux Mongols. Les apports de ceux-ci sont plutôt à chercher du côté de l'administration, des systèmes de communication et de l'armée. De fait, le joug mongol touche à sa fin. La majorité des anciennes principautés russes appartiennent désormais directement au grand prince, qui se transmet désormais ce titre sans l'aval des Rans. La Lituanie cesse d'être une véritable concurrente à l'unification des Russes, et la Horde d'Or n'est plus qu'une menace périphérique. Restent indépendantes, mais plus ou moins soumises ou en passe de l'être, les principautés de Novgorod, Ryazan, Rostov, Yaroslav et Tver. Tous ces lambeaux du joug mongol sont balayés pendant le règne d'Ivan III, entre 1462 et 1505. Lituaniens et Mongols ne sont plus capables de s'opposer à Moscou. Lorsque le grand prince s'attaque à Novgorod en 1471, ni le grand-duc Casimir de Lituanie, ni le Ran Ahmed de la Horde d'Or, pourtant alliés, ne peuvent s'y opposer. La dernière principauté rivale, Tver, tombe quant à elle en 1485, sans combattre. Les grands princes cessent aussi officiellement de reconnaître la suzeraineté des tsars mongols et de leur verser le tribut à partir de 1480. Dès lors, le nom du Ran, du tsar, cesse d'apparaître sur les monnaies produites à Moscou. Les pièces de 1480 représentent sur l'avers un cavalier couronné, transperçant un dragon ou un serpent, avec l'inscription « Grand prince Ivan Vassilievitch », tandis qu'on retrouve au revers, en arabe, le nom Iban, entouré d'une inscription en russe qui signifie « souverain de toutes les Russies ». Les Russes continuent malgré tout de subir périodiquement des raids de la part des différentes entités tatares. Ceux-ci sont parfois très violents, et les grands princes ne sont pas toujours capables de s'y opposer. Quoi qu'il en soit, Ivan III vassalise le Rana de Kazan en 1487 et soutient celui de Crimée dans sa lutte contre les restes de la Horde d'Or, écrasant définitivement ceux-ci en 1502. À l'ouest, une guerre contre la Pologne-Lituanie lui permet d'occuper tous les territoires situés sur le cours supérieur de l'Oka, tandis que le grand-duc reconnaît au grand prince moscovite le titre de souverain de toute la Russie. S'ajoute un second conflit en 1503 qui lui permet encore une fois d'étendre ses frontières occidentales. Pendant son règne, l'église et les monastères, qui contrôlent alors un tiers des terres russes, commencent à théoriser le pouvoir du souverain. Le grand prince est un monarque absolu de droit divin, et on commence alors de plus en plus à l'appeler tsar dans les écrits, bien qu'il ne porte pas officiellement ce titre. Ivan III accepte volontiers cette alliance avec l'église. Il revient alors sur son projet de dépouiller les monastères de leurs biens et condamne les judaïsants, une hérésie née à Novgorod qui prenait entre autres la pauvreté des moines. On commence aussi à désigner Moscou comme la troisième Rome, puisque depuis la chute de Tsargrad, Constantinople, en 1453, le grand prince est devenu le dernier grand souverain orthodoxe. Après 250 ans de joug tatar, un nouvel état né du mariage entre les institutions russes, byzantines et mongoles pouvait enfin se revendiquer seul maître de toute la Russie et de tous les orthodoxes, la Moscovie. Vassili III hérite du pouvoir à la mort d'Ivan III, en 1505.
Il est, pour la première fois, véritablement un monarque absolu, gouverne seul, ne souffre d'aucune opposition à son autorité, et punit sévèrement ceux qui osent s'en plaindre. Tous ses sujets, jusqu'à ses propres frères, sont ses esclaves, ses collops. En théorie en tout cas. Dans les faits, les boyards ont un rôle plus qu'important dans le gouvernement de l'État. La guerre occupe une bonne partie de son règne. Il ajoute Pskov et Ryazan à ses domaines, subit de nombreuses incursions des Tatars de Crimée qui atteignent parfois Moscou et prennent à chaque fois des milliers d'esclaves, ce qui le pousse à mettre en place un réseau de places fortes le long de la rivière Oka. Et il parvient même à s'emparer de Smolensk après un conflit d'une décennie contre la Pologne-Lituanie. Toutefois, le grand prince connaît bien un échec dans son règne. Il peine à avoir un héritier. Celui-ci arrive très tardivement, alors qu'il a déjà 51 ans. Vassili meurt seulement 3 ans plus tard. Pour la première fois, la principauté se retrouve sans souverain à même de la diriger, du moins jusqu'à ce que le petit Ivan, âgé de seulement 3 ans, n'atteigne sa majorité. Sa mère exerce d'abord la régence, mais meurt moins de 5 ans plus tard. L'État tombe alors entre les mains de grandes familles rivales de boyards, la haute aristocratie. Le jeune prince est choyé d'abord par sa mère, puis par ses tuteurs, mais il gardera toute sa vie un profond ressentiment envers les boyards. En 1543, à 13 ans, il fait exécuter son régent, le boyard Andrei Chouïski. Le jeune souverain est couronné tsar à 17 ans, en 1547. Il est le premier à véritablement adopter ce titre. Mais les boyards restent au pouvoir jusqu'à ce que Moscou ne brûle dans un incendie en juin 1547 et que la foule moscovite en colère ne fasse irruption au Kremlin pour y tuer l'oncle du tsar. Ivan IV s'entoure alors de ses propres conseillers qui ne sont pas issus de la haute noblesse et commence à gouverner personnellement. S'ensuit une décennie de réformes avec laquelle le tsar abolit l'exonération d'impôts et les privilèges dont l'église profitait depuis le joug mongol, centralise le pays aux dépens des boyards, et surtout renforce l'armée en élargissant le service militaire à tous les propriétaires terriens, et plus seulement aux boyards, et en mettant en place une troupe permanente d'arquebusiers, les streltsy. Encore une fois, ces réformes visent en bonne partie à réduire l'influence de l'aristocratie. Cette nouvelle armée est mise à l'épreuve du feu dès 1552, alors qu'Ivan IV s'élance à la conquête de Kazan, qui tombe après quelques mois de siège. On poursuit cette avancée vers l'est 4 ans plus tard. Cette fois, c'est le Rana d'Astrakhan qui est visé et qui tombe en 2 ans. Les Russes occupent désormais toute la région de la Volga, le centre du pouvoir des anciens Rans de l'Horde d'Or. Reste, au sud, la menace que représente le puissant Rana de Crimée, tributaire de l'Empire ottoman, et à l'est, les Ranas de Nogaï et de Sibir. Le premier tisse une alliance avec Moscou, tandis que le second promet de lui verser un tribut. Le tsar est plutôt tolérant avec ses nouveaux sujets musulmans et ne réclame aucune conversion forcée. Ses héritiers le seront beaucoup moins. Ivan IV dirige ensuite ses armées, qui comprennent maintenant un nombre considérable de cavaliers tatars, vers l'ouest pour s'attaquer, lors de 3 campagnes successives, à la Livonie, tenue par un ordre catholique. Bien qu'ils soient vaincus, les Livoniens refusent de se rendre au tsar orthodoxe. Ils préfèrent alors offrir leurs terres aux autres puissances alentours. Suédois, Danois et Polonais y gagnent, tandis que Moscou cherche à bagarrer pour sauvegarder ses gains, sans grand succès, sinon la prise de Polotsk en 1563. À Moscou, Ivan commence à multiplier les exécutions sommaires de ses proches conseillers après la mort de sa première épouse, Anastasia, ce qui entraîne de nombreuses fuites de boyards vers la Lituanie, qui sont accueillis par une vague de répression. En décembre 1564, le tsar quitte Moscou avec sa famille et son trésor, sans nommer de gouvernement pour le remplacer, et part, pour ainsi dire, bouder à Alexandrov, avant d'envoyer une lettre un mois plus tard au Kremlin pour dénoncer les trahisons des boyards et autres serviteurs. Pendant 1 mois, personne ne sait ni ne comprend ce qui se passe. Sans autre solution, une délégation d'ecclésiastiques et de boyards rejoignent le tsar pour le supplier de remonter sur le trône, ce à quoi il consent à condition que tous acceptent de lui laisser un pouvoir illimité. Sans autre choix, on accepte ses revendications et le tsar rentre à Moscou. Il crée alors une cour parallèle, l'Oprichnina, et une troupe privée pour exécuter ses directives, les Oprichniks. Le pays est de fait coupé en 2. Une partie est directement gérée par le gouvernement traditionnel, où les boyards tiennent le pouvoir, et une autre sur laquelle le tsar règne en autocrate avec sa troupe privée, qui d'ailleurs accueille là aussi des boyards. Il fonde une nouvelle capitale à Vologda, où il passe une partie de l'année, et règne le reste du temps depuis Alexandrov. La Moscovie sombre dans la terreur. Les exécutions pleuvent pendant plusieurs années, et de nombreux aristocrates sont déportés, notamment vers Kazan. Les ecclésiastiques sont aussi visés, et en 1570, Novgorod est même pillé et incendié par les Oprichniks. Ivan voit des conjurés partout. À moins que tout ça ne soit prémédité, il a sûrement sombré dans la paranoïa, d'autant que beaucoup de signes montrent qu'il était déjà instable mentalement dans sa jeunesse. Les paysans et les nobles fuient vers des régions plus tranquilles.
Le commerce est anéanti et l'État est ruiné. Le Rana de Crimée en profite pour venir piller le pays jusqu'au faubourg de Moscou en 1571. L'armée envoyée à sa rencontre est désorganisée, alors qu'Ivan ordonne de mettre à mort son commandant en chef. L'année suivante, le tsar, qui n'a même plus confiance dans son gouvernement parallèle, dissout l'Oprichina et sa troupe personnelle, devenue autant une menace pour les paysans et les marchands que pour ses ennemis. Sa paranoïa ne cesse pas pour autant, son spectacle non plus. En 1575, il scinde une nouvelle fois le pays en deux en plaçant sur le trône de Moscou un Tatar, le tsar Siméon Bekbulatovitch, et en sauvegardant pour lui une énorme principauté en apanage. Ce tsar de façade est renversé l'année suivante et remplacé par des gouverneurs nommés par Ivan. La décennie 1570 signe aussi définitivement la défaite moscovite en Livonie. La Pologne a modernisé son armée et a repris l'initiative. Les Russes sont chassés de toutes leurs conquêtes. Ivan a ruiné son pays dans une guerre qui a duré 25 ans et n'y a rien gagné. Le tsar peut se consoler avec la conquête du Rana de Sibir. Elle ouvre la voie aux ambitions impériales de l'État russe en Sibérie. Ivan, surnommé le Terrible, ce qui ne porte pas nécessairement de connotation négative en russe, où on considère que le tsar doit être terrible, cruel, menaçant, meurt en 1584. Il avait tué de ses propres mains son fils aîné 3 ans plus tôt, laissant comme héritier son second, Fiodor, qui n'a pas les qualités pour régner. La Moscovie sombre alors dans les troubles, les boyards reprennent les rênes du pouvoir, et le pays tombe dans la guerre civile. On amène sur le trône boyards, imposteurs et souverains étrangers. Les Suédois en profitent pour prendre Novgorod, et les Polonais pour récupérer Smolensk. Jusqu'à ce qu'en 1613, les représentants des provinces russes, organisés en une assemblée exceptionnelle et encouragés par l'église, ne s'entendent pour choisir eux-mêmes un nouveau tsar. Ce sera Michel Romanov. Avec lui, monte sur le trône une nouvelle dynastie qui fera de la Moscovie un empire, et de cet empire, une grande puissance. Merci à tous d'être restés jusque-là, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en profite pour remercier tout le monde parce que on vient d'atteindre les 150 000 abonnés et que 2024 c'était une année de fou. La chaîne n'a jamais autant grandi, il n'y a jamais eu autant de nouvelles personnes qui m'ont découvert, qui sont intéressées à mon travail, donc c'est incroyable, merci. Et surtout ça me permet de travailler sur un gros projet en parallèle à YouTube qui est pas une vidéo, mais vous verrez qui est vraiment fou et que je devrais annoncer probablement vers avril, on en reparlera. Comme d'habitude aussi merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un lien NordVPN en description pour ceux qui sont intéressés. Sans eux, cet épisode il pourrait pas exister. Et c'est un sponsor régulier qui accompagne la chaîne depuis longtemps. C'est vraiment pas compliqué de travailler avec eux, ils sont pas chiants, donc n'hésitez pas à visiter le lien en description. C'est un autre moyen de soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain pour la suite. Et le mois d'après aussi, parce que il y a trop de choses à dire pour 2 épisodes, donc j'en fais 3 sur la Russie. Je sais que c'est une histoire qui vous passionne, donc on en profite.